Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hashem, on va commencer un cours sur la préparation de Yud-Shvat. Alors je vous rappelle que Yud-Shvat, c'est le jour où le Rabbi est devenu leadership, il a pris tout le mouvement Chabad. C'est quoi cette histoire de Yud-Shvat? Juste comme ça, une petite introduction, et après on va commencer à parler, on va essayer de comprendre c'est quoi ce fameux Yud-Shvat et ce fameux Bati Legani. Bati Legani, c'est un Mahamar que le Rabbi Rayatz a préparé à la base pour sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est partie de ce monde, Yud-Shvat. Donc, il avait prévu de faire un Mahamar qui est basé sur Bati Legani, à Chotikala. Tout le monde connaît ce pasouk, ce verset. Et il s'avère que le jour où le Rabbi Rayatz, donc le Rabbi précédent, devait faire ce Mahamar, c'est le jour où lui-même, il y a eu la Istalkut. Il y a eu la disparition. Donc, tout le monde se retrouve avec un Mahamar dans les mains du Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz, c'est quelque chose d'imprévu, pour les chassidim en tout cas. Ils se rendent compte que c'est le même jour de la Iloula de sa grand-mère et c'est maintenant le jour de la Iloula du Rabbi Rayatz. Donc les chassidim, ils ont pris ce Mahamar-là de Bati Legani comme un genre de testament. Où là-bas, le Rabbi Rayatz, il va nous dire exactement quoi faire pour arriver à la Géoula Amitit Ve'Ashlema. La première année, on sait tous que le Rabbi n'a pas voulu prendre la place du Rabbi Rayatz, avec une grande pression qu'il y a eu des chassidim. Baruch Hashem, ils ont tous fait comprendre au Rabbi qu'il voulait que ce soit lui le successeur. Et le Rabbi, l'année d'après, le jour de l'Aïloula du Rabbi Rayatz, qui était donc Yud-Shvat, le 10 Shvat, va commencer d'un coup pendant l'Aïloula à dire Bat il est gagné à Chotika. Là, vous pouvez voir, c'est enregistré, c'est filmé. Et le Rabbi, en gros, il est en train de dire qu'il reprend les rênes de Chabad. Maintenant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire parce que le Rabbi Rayatz, il avait fait un Mahamar de Bati Legani, il avait mis là-bas 20 séifim, donc 20 paragraphes. Et le Rabbi, il va chaque année faire un Mahamar basé sur un paragraphe. Donc, il va finir le premier cycle de 20 ans. Le Rabbi, il a développé pendant 20 ans le Mahamar du Rabbi Rayatz qu'il a laissé. Il va refaire un deuxième cycle, donc on a presque 40 Mahamar à peu près du Rabbi sur le Mahamar du Rabbi Rayatz, ouais. C'est un truc, en plus c'est pas petit, c'est phénoménal, c'est très profond, c'est très puissant. Maintenant, pendant cette année, il va y avoir plein d'histoires qui vont faire comprendre à tout le monde. Vous savez que le Rabbi, avant qu'il soit Rabbi, il s'appelait le Ramash. Ok? C'était son surnom, le Ramash, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. D'accord? Après, il est devenu le Rabbi. Donc, à chaque fois que vous allez voir Ramash, sachez que c'est le Rabbi avant qu'il devienne le Rabbi officiel, on va dire ça comme ça, d'accord? Il y a plein d'histoires extraordinaires où, une fois par exemple, il y a le fils d'un chaliach au Brésil, il va recevoir une lettre de son père qui va lui dire, écoute, je pense que tu devrais faire la smicha, tu devrais commencer ton diplôme de rabbin, étant donné que tu es à la yeshiva, il faudrait que tu penses déjà à te mettre dans cette catégorie. Il a dit, et demande au Rabbi, au Ramash, donc il n'est pas encore Rabbi, qu'est-ce qu'il en pense? Le Bachour, il vient et tape à la porte du Rabbi, il ouvre la porte, et le Rabbi lui fait un grand sourire, sans qu'il dise rien, il lui dit, je pense que c'est une bonne idée que tu commences ta smicha. Ouais, donc ils ont tous compris qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient, une des histoires qu'on a racontées qui était extraordinaire. On sait que pendant cette année-là, il y avait, en fait, si vous voulez, le Rabbi avait un beau-frère qui s'appelait Gourarié. Rav Gourarié, il était plus âgé que le Rabbi. Donc, beaucoup de vieux chassidim pensaient automatiquement que celui qui allait reprendre, c'était le beau-frère qui était plus âgé, d'accord? Et une fois les chassidim, ils vont venir voir le Rabbi et ils vont poser une question. Et ils vont poser une question aussi à Rav Gourarié, une question où ils n'avaient pas la réponse. Et Rav Gourarié, il dit que il va essayer de vérifier, mais il n'a pas la réponse. Et ils vont voir le Rabbi et le Rabbi dit, aujourd'hui, je dois aller au OL, donc au OL où il y a le Rabbi Rayatz. Je vais lui poser la question et après, je vous donne la réponse, d'accord? Alors, Rav Gourarié, qui était curieux, il a demandé au Bachourim, il a dit, vous avez posé la question au Ramash? Ils ont dit oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il a dit qu'il allait aller au OL, poser la question au Rabbi Rayatz, et il revient avec la réponse. Rav Gourarié, il entend ça, il va voir donc son beau-frère, le Rabbi, il dit, pourquoi quand tu vas au OL, tu parles avec le Rabbi? Le Rabbi lui dit oui. Genre, parler, il veut. Genre, il te répond. Ouais. Et là, Rav Gourarié, à ce moment-là, il a compris. Ok. Si tu vas au OL et que tu parles avec le Rabbi précédent,
Ouais, genre détente, vous vous expliquez des choses et vous racontez des choses. J'ai compris que c'est toi qui dois devenir le successeur. Maintenant, il va avoir ce Mahamar-là de Bati Legani. Ça, c'est des histoires, il y en a plein des histoires qui sont encore plus phénoménales par rapport à des gens qui ont posé des questions au Ramash et qui ont été choqués de sa, on va dire, sa névoie. D'ailleurs, il faut savoir que dans un des Mahamars de Bati Legani, c'est vrai qu'il y a écrit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de névoie, il n'y a plus de prophétie. Et le rabbi dit, c'est pas qu'il y a plus de prophétie, c'est qu'il y a plus de kelim, il y a plus de réceptacle. La prophétie, elle est toujours là, sauf qu'il y a plus le réceptacle pour pouvoir recevoir la prophétie. En gros, nous, on n'est plus des kelim, on n'a plus la capacité d'entendre vraiment des prophéties, mais la prophétie n'est jamais partie. Donc le rabbi, il avait des prophéties comme ça, où il disait aux gens, et les gens, ils étaient complètement choqués. Aval, c'est pas ça la Nekuda. La Nekuda, elle est que le mamar Bati Legani, il cache des secrets qui sont très profonds. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec un chaliar que le rabbi l'a envoyé à Boston. Et la communauté de Boston à l'époque, elle était très libérale, elle était très conservateur. Aux États-Unis, c'est pas ce qui manque. Et ils étaient très problématiques. C'était des juifs simples, mais ils étaient très anti l'authenticité du juif religieux de l'époque. Ça leur faisait penser à la Shoah, ça leur faisait penser à la Pologne, donc ils ont essayé de faire un truc un peu plus cool et moderne. Et lui, il arrive en tant que chaliach à Boston et il commence à s'installer. Et là, il commence à ressentir une pression énorme de la part de la communauté. Ils veulent pas de lui. Ils veulent pas de lui. Ad Kedekar, qu'ils ont fait en sorte que ces enfants ne soient pas acceptés dans les institutions et dans les écoles de la ville. Donc, il comprend qu'il n'est pas le bienvenu. Il va à la synagogue, personne ne fait quart à lui. Jamais on le fait monter à la Torah. Donc, c'est pas évident. Un chaliar qui veut s'installer, faire du tov, et il reçoit tout le contraire. Et un jour, il repart à New York, et il veut rentrer en Yechidout. Et le Rav Chodakov, c'était le secrétaire. Il lui dit, tu peux pas rentrer, les listes, elles sont fermées. Déjà depuis longtemps. Tu peux pas venir débarquer comme ça. Il dit, c'est obligé pour moi, c'est Pikuach Nefesh. Ça lui a fait une vraie dépression. C'est Pikuach Nefesh. Il faut que le rabbi me reçoive. Alors, il lui dit, écris-moi un pétek, un papier, explique-moi en gros ce qu'il y a, je donne au rabbi, et lui, il décide s'il te reçoit ou pas. Il vient, il lui donne le pétek, le rabbi regarde, il dit au Rav Chodakov, après toutes les yéchidoutes, donc il a attendu jusqu'au petit matin quasiment, tu lui dis de rentrer. Ce juif-là, il rentre, ce chaliach, il rentre, il passe devant le rabbi, et entre-temps, il avait écrit toute l'histoire dans les détails, que ses enfants, ils sont pas acceptés dans les écoles, que personne ne le monte à la Torah, qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues, qu'ils sont pas sympas avec lui, qu'ils font tout pour qu'il parte de la ville. Et au moment où il va donner le pétek, à ce moment-là, il a même pas encore donné au rabbi qui se met à pleurer. Ouais. Et le rabbi, il lui fait un sourire. Il lit ce qu'il a écrit, et il le regarde. Et le rabbi lui dit, nous, ma'achidouche. Nous, il est où c'est quoi le chidouche dans ce que t'écris? Alors lui, il dit, quoi, ma'achidouche? Le rabbi lui dit, il y a écrit dans le Tanya, qu'est-ce qu'on a? Il lui a dit, ma'achidouche, t'as rien été mechadesh depuis le Admorazaken, il y a écrit dans le Tanya. On sait très bien qu'il y a le 4 mondes. Le premier monde, c'est Atzilut. Atzilut, on a étudié ensemble que c'est Kulo Tov, c'est que du bon. Olama Bria, c'est Rubotov, c'est presque que du bon, mais la Metsiout, la réalité du mal, Shalara Matri l'Archav, il commence maintenant. Yetzira, c'est Chetzi Chetzi, Tov Vera, moitié bon, moitié mauvais. Olama Asiya, le dernier monde qui est le nôtre, Kulo, Rubov et Kulo Ra. C'est la plupart du monde, il est mauvais. Donc il dit, nous, c'est quoi ton chidouche? Tu sais pas où t'habites? T'es pas au Olama Atzilou, t'es pas au Olama Bria, t'es pas au Olama Yetzira, t'es dans le Olama Asiya. C'est Rubokulora. Il y a plus de mal que de Tov. Et le rabbi, il lui fait un sourire, il lui dit, écoute, maintenant, ne t'inquiète pas, retourne dans la ville, à Kol Yebeseder. Et Baruch Hashem, Kamouvan, que le rabbi lui a fait la bracha, il a commencé, et d'un coup, une personne, elle s'est ouverte à lui, elle a commencé à parler, il est sympathique, en fait, il est pas si méchant que ça. Et la théâtre, il a commencé sa shlirout. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un truc très étrange. Quand le rabbi dit Bati Legani, c'est quoi Bati Legani? Vous savez c'est quoi les Gani? Les Gani, c'est le jardin. C'est dans Shirachirim de Shlomo Ameler.
le traduire entier, là, ça va être compliqué parce qu'au niveau, j'ai pas les bons mots, je vais vous traduire ça comme un indien. Aval nekuda de Batilegani, je suis venu dans mon gan, je suis venu dans mon jardin, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous expliquer là-bas? Vous savez que dans le monde, il y a le côté, d'après la Kabbalah, ce qui s'appelle le désert. On a ce qui s'appelle le sadé, le champ. Voilà, Melech Basadé, par exemple, comme on dit. On a la Ir Elokeinu, la ville d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on va voir c'est quoi l'histoire du Gan. Dans la Kabbalah, tout ce qui représente le désert dans la Torah, quand vous avez les Bnei Israël dans le désert, pourquoi ils sont errés autant de temps dans le désert? Parce qu'il y avait une réparation à faire dans le désert. Le désert représente la Klippa, mais Sitrachara représente le mal. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de vitalité. On sait que la Gdusha, c'est la vie. Le contraire de la Gdusha, c'est le manque de vie. D'accord? Comme le Chocher et la lumière veut rouler. Donc, en réalité, quand on parle de désert, on sait qu'on parle du mal. Quand on parle du Sadé, quand on parle du champ, c'est Klipat Noga, comme on a appris dans le Tanya. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut savoir gérer les yanim, comme la Klippa avec le fruit. Le fruit est bon, à l'extérieur, il y a la Klippa. C'est ce qu'on doit éplucher et enlever. Tout ce qu'on avait appris dans le Tanya, Klipat Noga, c'est tout ce qui est parvé, qui est ni Kadosh, qui est ni Touma. Et c'est à toi de faire monter ça vers la Gdusha. Tu prends voilà un verre de Nesti, tu fais une bracha. Tu as pris quelque chose qui était Klipat Noga et tu l'as emmené, hop, du côté de la Gdusha. Ça, c'est le Sadé. Ir Elokenu, déjà, ça parle de la Gdusha. Donc, on a la Touma, Klipat Noga, le milieu entre les deux. On a le Ir Elokenu, c'est le Sadé, c'est la Gdusha. Maintenant, au-dessus de ça, on a ce qui s'appelle le jardin. L'endroit du plaisir, ouais, l'endroit qui fait plaisir, c'est pas d'Afka dans la maison. Quand quelqu'un, justement, il veut faire un kiff et qu'il a une villa, il va investir sur son extérieur, sur le côté piscine, le côté jacuzzi, le côté transat, le côté, tout ce côté-là jardin. C'est là-bas où il prend du plaisir. La maison, c'est bien, c'est beau, mais c'est plus pour habiter. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient et nous dit, je veux que vous fassiez de ce monde-là, en réalité, un endroit de plaisir, pas seulement un endroit de Gdusha. S'il avait dit, fais de ce monde-là une ville. Ok, alors Dieu il veut que l'endroit et le Olam il devient Kadosh. Il dit non, c'est pas seulement ça que je te demande. C'est que le Olam Azé, ce monde-là, devienne un endroit de plaisir au point où Akadosh Baruch Hu puisse résider et kiffer. Ça, c'est ce qui s'appelle la construction du Beth Amikdash. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond dans le Mahamar. Il te dit comment regarder le monde. Vous savez, il y a des gens, ils voient le mal. Il y a des gens, ils savent voir le bien qu'il y a dans le mal. Et il y en a qui savent voir tout simplement le bien, directement. D'accord? Quand Hachem, il te dit, Bat il est gagné, il vient, il te dit, n'oublie pas que quand j'ai fait le monde à la base, ouais, ce monde-là était censé être mon gan. Était censé être, Gan Eden, était censé être mon gan, mon endroit de plaisir. Adam Arishon, il a fait ce qu'il a fait, donc on a tous commencé à faire des avérotes et on a emmené des ronces et des mauvaises herbes dans le monde. Et maintenant, notre rôle, c'est de faire les jardiniers et d'enlever toutes les mauvaises herbes et remontrer et reprouver en réalité au Olam que ce Olam Azé ou Tov. Et c'est ça les lunettes que le Rabbi nous demande d'habiller dans la 7e génération. C'est que l'Echatri, là, si tu veux changer ce monde-là, tu dois savoir qu'à la base, il est bon. Alors comment c'est contradictoire avec ce que le Rabbi il a dit, qui viachol, kuloge verubora, il est en majorité mauvais. Nachon, dans sa chitzoniut, dans son extérieur, il est mauvais. C'est ce qu'on voit de tous les jours. Mais si tu cherches profondément et que tu comprends que c'est le gan de Dieu, l'Echatri, là, de base, tu comprends qu'il est bon et que tu as du travail à faire. Vous vous rappelez, on a parlé une fois d'une histoire des chassidim, les chassidim qui avaient était à Odessa. Le Rabbi Rayat, il avait fait Kabbalat Kahal. Là-bas, il avait reçu des Juifs. C'est une histoire qui est extraordinaire parce que elle aimait sa mêle un peu ce qu'on est en train de dire. Il y a un chassid, il est passé devant le Rabbi Rayat. C'est le Rabbi Rayat, il lui dit, alors comment ça se passe à Odessa? Et le chassid, il dit, extraordinaire. La vie et la communauté juive, elle est en pleine croissance, en plein développement. On a un mikvé, on a une synagogue, on a des shiur de Torah, on a une boucherie cachère. Baruch Hashem, petit Jérusalem. On est au top. Oh, le Rabbi Rayat, s'il entend ça, il est heureux d'entendre ça, il prend des pièces et il lui donne 20 roubles. Le chassid, il reçoit 20 roubles du Rabbi Rayat, il est super content, comme si le Rabbi nous a donné 20 dollars. T'as reçu 1 dollar, t'es déjà content, t'en as reçu 20, t'as encore plus. Il sort, et d'un coup, il y a un autre dans la queue qui le voit, il dit, ah, qu'est-ce que t'es content, il t'a annoncé une bonne nouvelle. Il dit, non, le Rabbi m'a donné 20 roubles. Il t'a donné 20 roubles. Comment ça se fait? Pourquoi t'as donné une bracha particulière? Non, j'ai juste expliqué la vie à Odessa, qu'on est au top, que tout va bien, qu'on a ci, qu'on a ça. Et le Rabbi, ça lui a fait de la satisfaction. Et bon, il m'a donné 20 roubles. Il dit,
Si lui, il a reçu 20 roubles, alors qu'il a menti, alors moi, quand je vais dire la vérité au Rabbi Arayat, je vais recevoir 40 roubles. Il rentre chez le Rabbi Arayat, et Rabbi Arayat lui dit, alors comment ça se passe à Odessa? Il lui dit, catastrophe. Quoi catastrophe? Il dit, on a une synagogue, la moitié elle est remplie. On a un mikvé, il n'y a jamais personne. Il y a des jours de Torah, on pourrait être 200, il y a 10 personnes. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils ont ici, les Juifs. Odessa, au côté rouhani, du côté spirituel, c'est une catastrophe. Et le Rabbi Arayat, il lui sort 1 rouble et il lui donne. Et là, le chassid, il regarde, il dit, j'ai une question. Celui qui est passé avant, il a menti, ouais. Il a dit que c'était le top, qu'on a des synagogues, qu'on a des mikvés, qu'on a des jours de Torah. Et moi, je dis le Hémet, et je reçois 1 rouble. Et là, le Rabbi Arayat, il lui a dit, il y a 2 Odessa. Odessa shel Mala, et Odessa shel Mata. Le Odessa d'en haut, et le Odessa d'en bas. Et je voulais savoir, Ratziti Ladat, Be'eze Odessa. Je voulais juste savoir dans quel Odessa tu te trouves. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire, le Rabbi Arayat? Il y a 2 juifs dans le même endroit. Un qui voit Baruch Hashem, il y a un cours de Torah. Baruch Hashem, il y a une synagogue. Baruch Hashem, il y a un mikvé. Baruch Hashem, il y a 10 juifs qui viennent à un jour de Torah. Baruch Hashem, on a la possibilité de faire un minyan. Bon. Donc il est dans le Odessa de là-haut. Il voit comment les choses, elles sont bémettes en potentiel super, super tov, ouais. Extrêmement bien. Mais il voit le côté désertique des choses. Et c'est ça que le Rabbi vient nous enseigner dans le lien de Bati Legani. Si tu comprends qu'à la base, le Bati Legani, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, n'oublie pas que ce monde-là, c'est le Gan de Dieu. À la base, c'est le Gan de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Donc, c'est l'endroit qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu de tous les mondes qu'il a créés. Alors, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, elle va complètement changer. Parce que tu travailles plus pour toi, tu travailles plus dans la boue. Même s'il y a de la boue, tu travailles plus dans la boue, tu travailles pour le jardin. Et ça change toute la metsiout. Et c'est ça que le Rabbi nous demande dans le Inyan de Bati Legani. Et derrière, regarde, on le voit. Aujourd'hui, souvent, on parle, et jusqu'à aujourd'hui, on est en deuil pendant le Homer, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui représentaient à cette époque-là toute la Torah. C'était toute la Torah. On savait que c'était les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en deuil sur la catastrophe, pas seulement du nombre, que le fait que c'était eux les piliers du monde de la Torah. Aujourd'hui, vous savez combien il y a d'élèves rien qu'en Israël, sans compter tous les élèves de toutes les yeshivot qu'il y a dans le monde. Vous savez combien il y a de synagogues, vous savez combien il y a de mikvé, vous savez combien il y a de bet midrash, vous savez combien il y a de yeshiva, vous savez combien il y a d'avrechim. On est très loin de ce chiffre-là de 24 000. Alors tu peux voir, ah ouais, c'est plus comme avant, ah ouais, c'est comme ci, ah ouais, c'est comme ça. Ou tu peux voir, aujourd'hui on est dans une génération où Baruch Hashem, la Torah, elle est dans la rue. Elle est partout, elle est dans ta main. Elle est dans ton écran. Elle est dans n'importe quel, même dans le monde, je parle même pas que en Israël, même dans le monde, tu veux trouver un endroit de Torah, un endroit de limoud, un endroit de tfila, tu trouves. Alors qu'en vrai, tu vas pas aller te jeter dans un endroit où il n'y a pas, mais tu trouves. Si tu veux, avec un peu de volonté, tu peux même manger kasher dans l'endroit le plus perdu de la terre. Et c'est ça que le Rabbi Pro, il a envoyé autant de shluchim dans le monde entier. Pour montrer que le monde, il est prêt à recevoir le Mashiach. Comment? En prouvant que c'est un gan. Pas en prouvant qu'on est Geinam sur terre, l'enfer sur terre. Donc c'est bidiouk ça la nekuda de tout le lien de Bati Legani. Je continue avec encore une autre histoire. Je vais faire une bracha d'ailleurs, comme ça on passe du Sadé à 1. Aïr Elokenu, Baruch Ata Adonai Elenu Melech Olam, Shakol Nyabidoro. Juste pour continuer avec le lien de Bati Legani. Maintenant, c'est quoi comment on arrive à ça? Ça, on dit, ok, ouais, super, on a compris qu'il faut faire un jardin, un endroit plaisant pour Dieu, un endroit plaisant pour nous. Le secret, il est dans le premier mot. Bati. Le Rabbi, dans Parashat Bo, il ramène qu'il y a une différence. Il y a Vayeler, ouais. Il y a Lech Lecha. Ça veut dire quoi? Vayeler, Lech Lecha. C'est quoi tous ces mots-là quand tu dis Ani Oler le Makom, je vais à un endroit. Les familles à Taomer, Ani Over derech Makom, je passe par un endroit. Veyesh lavo la makom. Il y a venir dans l'endroit. Rabbi Omer, le Rabbi il explique quoi? Chez lavo, zelavo imkol apnimiut shelcha. C'est venir avec toute ton entité, toute
tout ton esprit, toutes tes forces dans un endroit. Et ça change toute la donne. Le rabbi te dit, si tu veux arriver les gagner, si tu veux arriver à faire de ce monde-là un jardin, ça ne suffit pas de passer par un endroit, ça ne suffit pas d'aller à un endroit, faut venir dans un endroit. Et quand tu viens dans un endroit, ça veut dire que tu viens avec tout toi-même, alors tu dévoiles un maximum de force, ça veut dire, en d'autres termes, Pnimut Torah, la partie profonde de la Torah, c'est dévoiler la partie profonde de ta vie. Pnimut Shelcha. C'est quoi Pnimut Shelcha? Mazé ben Adam Pnimi. C'est quoi quelqu'un qui est Pnimi? Quelqu'un qui est intérieur. Sheu Chai Kol Kulo et Amakom Sheu Nimtzabo. Il vit à 100%, à 1000%. Derrière Hagav Tamidim, chez Rabbi Amar Pa'am. Le Rabbi, une fois, il a dit, Bador Shelanu, dans notre génération, Torato Umanuto. C'est quoi Torato Umanuto? Torato Umanuto, c'est ben Adam Shelom Istakel à la téléphone Bisman Sheu Lomed. C'est un homme qui ne regarde pas son téléphone pendant qu'il est en train d'étudier. Bo'oto rega, bo'otam regaim, même s'il est balabait, même si c'est pas un avraire, ou nirshav, torato, umanuto, qui colle à umanut chelo, tout son travail et tout son stress, il est dans le téléphone. S'il est capable de pas toucher son téléphone et étudier la Torah et de pas penser le larchov à la téléphone, bo'oto rega, uma, torato, umanuto. Il arrive au même niveau que les avrechim qui font de ça toute leur vie en réalité. Et c'est, pour arriver à ce niveau-là, faut être quelqu'un de très profond. Faut être quelqu'un qui sait vivre le présent. On sait tous vivre au passé, on sait tous vivre dans le futur, mais personne ne sait vivre le moment présent. Ksha'ata nimtza, quand t'es chez toi. Ksha'ata ba'avoda, quand t'es dans le travail. Un Rav Werther, vous savez, le Rav Werther, c'est un chassid Satmer qui est devenu Chabad et aujourd'hui, c'est lui qui explique la plupart des livres de Chassidut Mevoeret, si vous avez entendu parler. C'est un Gaon. Ouais, les livres noirs, les grands livres rouges. Ouais, c'est un Gaon, c'est pas juste un Gaon. Il a fait de la Chassidut Schuttenstein. Il explique tout ça d'une manière super simple et accessible. Et lui, il explique, on lui a demandé comment t'es devenu Chabad. Il dit, bon, bien sûr j'ai vu plein de miracles et plein de choses extraordinaires. Il dit, mais ce qui me choquait le plus, c'est que quand j'arrivais au 770, pardon, j'arrivais au 770, et que quand le rabbi descendait, il y avait toujours des enfants qui attendaient avec, ils demandaient au rabbi des pièces de tzedaka. Et le rabbi, il avait le minhag de prendre des pièces et donner à chaque enfant. Il dit, c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'attacher au rabbi. Ah bon? Pourquoi? J'ai vu que quand le rabbi, il était en chemin pour aller faire shacharit. Tu sais, quand tu vas avec ton sac de tefillin et tu veux faire shacharit, il y a des gens qui te disent bonjour, des gens qui tu leur fais, tu les bases. Ouais, parce que ta tête, elle est dans la tefila, dans shacharit. Et il dit, je regardais le rabbi. Il s'arrêtait devant chaque enfant. C'est pas son rôle à la base. On parle pas d'un madrir. On parle pas d'un professeur de cheder. On parle du rabbi, ouais. À part la tefila, à part son étude de Torah, à part tous les juifs qui l'attendent pour lui demander de l'aide. Quand il y a des enfants, le rabbi il aurait pu prendre une poignée de zaka, donner un shaliach ou un chassid. Tiens, occupe-toi des enfants, donne-leur à tous la zaka. Il dit non, le rabbi, à ce moment-là, il s'arrête. Devant chaque enfant, il lui fait un sourire. Il lui donne une pièce de zaka. Il leur répond à leurs questions s'ils ont des questions. Il leur donne des brachot. Et il s'arrête comme ça, et tout le monde attend. Et le rabbi, au moment même, il est plongé dans sa shlichut avec les enfants. C'est-à-dire que chez le rabbi, il n'y a rien d'anodin. Tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu, et tu dois être à fond dedans. Ça, c'est le inyan de Bachilegani. Et c'est ça que le rabbi demande. Bien sûr qu'on peut faire de ce monde-là un gan. Mais si tu viens pas à Talobé, Lavo, à Taloba, à l'endroit où tu es, tu peux pas. La génération de TikTok, ouais, tic-tac, tic-tac, on aurait pu l'appeler tic-tac, ouais. Tic-tac, tic-tac, tout doit aller vite. Le mec qui veut régler ses problèmes de shlambaït, tic-tac. Il veut régler ses problèmes d'éducation avec ses enfants, tic-tac, ouais. Il veut régler ses problèmes de parnassa, il veut devenir millionnaire, tic-tac, ouais. Il veut tout faire vite. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, non, Tavo, viens, ton enfant, tu peux l'éduquer, tu sais comment? En prenant une demi-heure avec lui, te baladant avec lui dans la rue, et lui dire à ton fils comment ça se passe, comment tu vas, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu as crié sur ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui t'embête? Qui c'est qui te dérange? Et là, ton fils, tu vas même lui acheter une glace et tu manges avec lui. Tu vas à la Macolette, tu te poses, tu lui dis, tu veux quoi? Tu veux boire un coca? Tiens, viens, prends un coca, viens, on parle. Ça, c'est prendre du temps. Ça, c'est éduquer. Ça, c'est lavo. De venir taper une gueulante, c'est un résultat rapide. Mais l'obatala chinour. T'es pas venu l'éduquer. T'es venu calmer la situation. T'as rien éduqué à ce moment-là. Pareil pour le Shambaït. Il y en a pendant 10 ans, ils ont eu des problèmes de Shambaït. Ils veulent venir voir le Rav en 2-3 chiours.
et que les choses elles s'arrangent. Non, des fois, tu vas devoir tout démolir et tout reconstruire à zéro. Mais ils veulent tous la solution, tac. Je veux venir voir le rave et ce soir on est love. Non, ça marche pas comme ça. Tu es obligé de reconstruire, tu es obligé de revenir plusieurs fois, tu es obligé de comprendre certaines notions qui t'ont échappé pendant toutes ces années. C'est pareil pour la Parnassa, ils veulent tous devenir TikTokers pour faire des millions ou faire de la crypto pour devenir riche en 2 jours. Ouais. Ça, c'est pas ce qu'on te demande dans ta vie. Dans ta vie, on te demande de t'investir à fond. Si tu dois devenir riche, chaque 2 jours où il dague, il va faire en sorte que tu sois riche, fais ta ishtadlout. Mais si on passe tout à la va-vite, en réalité, on est nulle part. Et quand on est nulle part, on n'arrive pas à ressentir qu'on est dans un gagne. Quand je suis nulle part, quand je prie et que ma tête, elle est nulle part en réalité, parce qu'elle est partout, alors j'arrive pas à ressentir que j'ai prié, j'arrive pas à ressentir que j'ai kiffé parler à Kadosh Baruch Hu. Parce que ma tête, elle était partout. Et c'est du que ça la Nekuda de Bati Legani. Et je vais finir parce que Baruch Hashem, je vois que les Abrichim sont arrivés. Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu, il va demander au Béné Israël d'attacher le Keves à Yud Nissan jusqu'au 14 Nissan. 14 Nissan, Shrita. 15 Nissan, tac, on le mange. D'accord? Pessah. Pourquoi tu fais ça en 4 jours? Prends, c'est quoi le but? C'est de faire la Shrita de la Vodazara. Et tu veux que les Béné Israël, ils comprennent que c'est de la Vodazara. Prends la Kifsa, fais-lui Shrita, et on a fini. Akadosh Baruch Hu, il t'enseigne quelque chose d'extraordinaire. On voit la même chose avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il vient pour faire la Shrita de son fils. Et Hachem, il lui dit, Bayom Ashlishi, le 3e jour, il lui montre, elle est où la montagne? Et les Mefarshim, ils posent la question, pourquoi tu ne l'as pas montré tout de suite? Parce qu'il y a eu le jour de l'annonce, c'est un jour, plus 3 jours, ça fait encore 4 jours. 4 jours, ouais. Pour une raison. Pour pas qu'on dise sur Avraham déjà. Ah, je sais pourquoi il a fait ça, parce qu'il s'est précipité. Il n'a pas réfléchi. Hachem, il lui a dit, va faire la Shrita. Il est venu avec la Hitlahavut, avec l'enthousiasme. Il n'a pas réfléchi une seconde que peut-être il allait perdre son fils. Il a fait ça rapidement. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il était en train de faire. Ça se trouve, maintenant, il regrette. Ouais. Pour laisser aussi le temps à Avraham de réfléchir. Ouais, les hakel, de digérer la chose. Et maintenant, quand tu vas faire la chose, je sais que tu le fais à fond. Pareil avec la kifsa. Akadosh Baruch Hu, il dit, si je leur dis de faire la shrita tout de suite de la Vodazara, ça me prouve pas que dans quelques temps, quand ils vont sortir d'Égypte, ils ont bémet retiré la Vodazara de l'intérieur qui avait à l'intérieur d'eux. Peut-être qu'ils ont fait ça vite fait, parce que Moshe leur a donné un ordre, ils ont vite pris des trucs, et il y a eu rien de pnimi, il y a eu rien d'intérieur dans ça. Non, d'abord la kifsa, elle va habiter avec vous 4 jours, vous allez la voir tous les jours, vous allez la voir parler, vous allez donner à manger. Maintenant, quand on va te demander de faire la shrita, on sait que la chose, elle a été intégrée exactement, intégrée à l'intérieur. Ils font la shrita, ils ressortent de la Vodazara. D'ailleurs, Hagav, je crois que c'était le Admour de Gour, il a dit, c'est quoi le nyan de la Géoula? La Géoula entre Moshe Rabbeinu et la Géoula qu'on va, Bezrat Hashem, arriver. À l'époque de Moshe Rabbeinu a fait sortir les Bnei Israël de la Galoute. Dans notre génération, on doit faire sortir la galoute du Ham Israël. Ouais. C'est ça la Nekuda. Et pour ça, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail parce que c'est un travail intérieur. C'est pas juste une délocalisation géographique. C'est pas sortir d'un endroit. C'est sortir la galoute qui est à l'intérieur de nous. Il y a un juif, il peut être même en Chutz Laaretz, il vit plus en Géoula que Chaz Shalom. Des fois, un juif qui vit en Eretz Israël. Tout dépend de sa situation, en réalité, nafshit, psychique, et rouchanite, spirituelle, et il peut se retrouver comme les grands tzadikim d'ailleurs, qu'ils étaient en Chutz Laaretz, Rabbi Yaakov Abuchatzera, le Rambam, Roulé, qui était, après il est venu en Eretz Israël. Mais tous ces tzadikim-là, quand ils étaient en Chutz Laaretz, ils faisaient un travail tellement pnimi sur eux, qu'il y avait la Gdusha, comme quand tu arrives au Baal Shem Tov, que cet endroit-là il y a écrit, et comme la Gdusha d'Eretz Israël dans le Tzioun, parce qu'ils ont fait un travail tellement puissant qu'ils ont sorti tout ce qu'il y avait de galoute en réalité autour d'eux, ils ont laissé que la Gdusha. Maintenant, pour revenir à notre Nekuda, à nous, Bati Legani, c'est ce que le Rabbi nous enseigne. Plus de 40 mamarim, on peut pas faire les 40 mamarim comme ça en une vidéo. En tout cas, si tu travailles d'une manière pnimite, intérieure, profonde, tu viens à la tfila, t'es à fond dans ta tfila. Tu veux éduquer tes enfants, t'es à fond dans l'éducation. Tu penses plus à rien, tu réponds pas au WhatsApp en même temps, tu réponds pas au mail en même temps, tu penses pas aux clients que tu as demain. Quand tu veux t'occuper de ton shlom bayit et tu veux parler avec ta femme, va au restaurant, sois à fond avec elle et ne cherche pas à chatter de l'autre côté avec des messages que tu reçois.
Si tu commences à être à fond dans ce que tu fais, dans ton limoud, dans ton étude, dans ta mitzvah, pas tu fais une mitzvah, tu penses déjà à 3 mitzvot après. Vis le moment présent, bâtis les ganis, tu verras que Bémet, ce monde-là, c'est un gan. C'est un endroit plaisant, c'est un endroit de plaisir, c'est un endroit que tu peux changer. Il y a des mauvaises herbes, il y a du travail à faire. Mais quand tu comprends tout ça, sauf ta istaklout, ta reïa, tes lunettes, elles changent. Et tu peux commencer à l'itzod, aller vers la Geoula Mitzvah Shlema. Voilà.